Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Comment ça va, mon cher Philippe ? Ça va, Cécile. Au niveau de la voix, ça va mieux que vous, manifestement. Mais vous savez que même avec une voix un peu cassée, ça vous donne un charme encore supérieur à la moyenne. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc à me demander, c'est sûr. Oui, c'est pas gratuit, c'est pas son genre. Ouais, Si, moi je suis... Vous voulez que je vous prête de l'argent, Philippe, c'est ça ? Ouais. Non, pas du tout, vous le donniez. Ah oui, d'accord. Je me disais, on a prêter passé... C'est vrai. Il paraît que quand on prête de l'argent, c'est comme si on l'avait perdu. Oui. Ça dépend avec qui. Ouais. Moi je paye mes dettes. C'est vrai ? Ah oui. Bon, ok. Même pas. Vous voulez essayer ? Je veux bien vous prêter 50 centimes si vous voulez. Vous prenez un risque considérable. Écoutez, ça va amputer mon budget, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et il y a, mesdames et messieurs, Philippe Bilger qui arrive en courant, il était dans le bus. Alors on a fait un appel du bus. Quelle idée de prendre le bus, Quelle idée ? Moi je pensais récupérer du temps de parole, parce qu'il parle beaucoup, Philippe Bilger. Allez-y. Mais visiblement je me fais avoir là. Parlez-nous de vous. Alors j'en profite, Bravo, il n'est pas là. Philippe. Voilà, il arrive, il aime se faire attendre. Voilà, mille excuses. Je pensais récupérer du temps de parole, parce qu'il parle énormément. Oui, c'est ça. Mais on vous entend pas si vous n'êtes pas au micro, cher ami. Oui, mais il n'est pas habitué en même temps. Ça s'appelle de la radio. On y va. Philippe Bilger, bienvenue et merci d'être là ce soir. Donc Philippe Bilger et Bruno Pomar, vous l'avez entendu. Allez, le sommaire de cette émission, on y va. Et après la mort de Mathis, 19 ans, percuté à Lille par un chauffeur en fuite, ce drame relance le débat. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et on vous pose la question, faut-il envoyer devant une cour d'assises les conducteurs qui tuent lors d'un refus d'obtempérer? Eh bien, vous dites oui à 95%, et moi je le dis oui. Les gens qui fuient devant la police sont des grands délinquants et ils deviennent des criminels dès qu'ils tuent quelqu'un. Alors oui, il faut les envoyer devant les assises et qu'ils risquent 20 ans ou la perpétuité. Et puis la répression des fraudes a saisi le parquet de Paris pour des contenus pornographiques accessibles et sans filtre sur les plateformes de Chine. Temu ou Wish, AliExpress est aussi également visé, soupçonné d'avoir laissé circuler des objets à caractère pédopornographique. Et on vous pose cette question, faut-il interdire Chine et AliExpress en France? Vous dites oui à 57%. Alors moi je le dis, si ces entreprises violent nos lois, il faut les bannir du territoire français, parce que je peux vous garantir une chose, c'est que si une entreprise française violait les lois chinoises, elle serait virée du marché chinois. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h30. Il est chaud, le choc Philippe David. A été d'une rare violence. Attends, vite fait, il y a une chasse en direct là. Ils viennent tuer quelqu'un. Le chauffard suspecté d'être à l'origine de l'accident venait de fuir un contrôle de police quelques minutes plus tôt, soupçonné de consommer du gaz hilarant. On a affaire à quelqu'un qui est né en 1994, qui est très défavorablement connu de nos services, notamment aussi pour des délits routiers, et qui était au moment des faits en interdiction de conduire un véhicule. Une interdiction de conduire à laquelle s'ajouterait la consommation de protoxyde d'azote. Le procureur a requis le placement en détention du conducteur, qui conteste pour l'heure toujours les faits. Les vraies voix Sud Radio. Alors je ne sais pas si je dois commencer ou par le flic ou par le procureur. Le procureur peut-être. Allez-y, monsieur le procureur. Non, mais c'est. Alors il y a le côté justice et le côté police forcément. Donc ce qui est intéressant dans cette émission. Sur le refus d'obtempérer, il est évident que à partir du moment où le refus d'obtempérer est suivi de la commission d'un crime, parce que combien de refus d'obtempérer sont suivis par des tentatives d'homicide, voire pire, homicide volontaire. Là, il est évident que je serais de l'avis de notre animateur phare avec vous, ma chère Cécile, d'un passage devant les assises. Mais pour le reste, de toute manière, même si les refus d'obtempérer ne sont pas suivis d'un crime, il faut être beaucoup plus sévère qu'on ne l'est avec ces refus d'obtempérer qui ont tous un point commun, c'est le fait que les gens qui s'y trouvent ont 1000 raisons de vouloir échapper à la police. Soit qu'ils sont poursuivis, soit qu'ils aient un passé judiciaire ou qu'ils conduisent de manière totalement illicite. Donc je suis globalement d'accord avec vous, mon cher Philippe. Philippe David. Il faut rappeler quand même un chiffre, c'est 25 000 refus d'obtempérer. On ne connaissait pas ça. Depuis 15 ans, il y a une augmentation terrible. Les policiers sont saturés de devoir intervenir systématiquement et de prendre des risques, parce que de nombreux policiers et gendarmes ont été blessés quand même sur des affaires comme ça. Je pense que, alors, criminaliser, oui, moi je suis tout à fait d'accord pour les assises, pour ceux qui portent atteinte à la personne, c'est-à-dire mort, blessé grave, etc. Bon, après, sur les délits d'obtempérer même...
Délits d'obtempérer, oui. Refus d'obtempérer. Qui sont ceux qu'on interpelle, qu'on délictualise le fait, me semble, voilà, un équilibre, parce que la justice, et Philippe le sait bien mieux que moi, va pas criminaliser tous les refus d'obtempérer. Je le pense pas. Donc effectivement, il faut charger, il faut vraiment sanctionner, quoi. Il faut arrêter, c'est insupportable. Alors, le souci, déjà, le premier souci, ce sont les peines. C'est l'article 233.1 du Code de la route. Peine prévue pour refus d'obtempérer, 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ou alors, en cas de circonstance aggravante, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est un peu plus élevé, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le problème, ça a fait le buzz en début de week-end, puisque le 28 octobre à Nice, un type qui est un criminel, j'ai pas d'autre mot, a été filmé en train de faire un refus d'obtempérer sur le port. Il passe une ligne, un zébra, il roule à contresens, il évite de justesse une personne à trottinette et une voiture. Il revient, il grille un feu rouge à grande vitesse, il en grille un deuxième et il percute le véhicule du commandant du port de Nice. Le choc est tellement violent que tous les airbags se sont déclenchés. Je trouvais pas le mot, j'allais dire ouvert, excusez-moi. Merci Cécile. Se sont déclenchés. Il est passé au tribunal en comparution immédiate. 12 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien. Il va devoir travailler pour indemniser la victime. Alors inutile de dire qu'avec ce type de personnage, c'est comme à Lille, travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas... Pour eux c'est beau, je pense, parce que qu'on le veuille ou non, quand on a ce type de comportement, c'est qu'on est un voyou. Et donc, moi je me dis que je n'en peux plus et qu'il faut taper fort et très fort. Et la peine, quand on voit la vidéo du type qui roule comme un débile dans les rues de Nice, c'est un miracle qu'il n'ait tué personne. Et moi j'ai peur de me dire que demain c'est vous, mon gosse, n'importe qui peut traverser et que ces gens-là jouissent d'une impunité totale. Vous avez raison Philippe, et c'est une perversion judiciaire de mon point de vue. C'est ce poncif qui voudrait qu'on ne devrait pas condamner sévèrement dès la première infraction quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui commet des agissements comme ceux que vous venez de rapporter et qui sont infiniment graves, même s'il n'a jamais été condamné, probablement il ne l'a jamais été, il doit être condamné à une peine sévère. Absolument. Et d'autres, la justice fonctionne trop par réflexe. Allez, vous restez avec nous, on va vous faire écouter. C'était ce matin chez Périgord-Légas le témoignage de la maman de Mathis qui est assez éprouvant à écouter. Ça peut plus durer en fait cette injustice, cette justice qui n'agit pas, ces prisons qui ne savent pas recevoir les délinquants. Ça commence à faire beaucoup. Et puis on en a marre. J'ai envie de dire stop quoi, gouvernement, prenez les choses en main. La France n'est plus en sécurité, nos enfants ne sont plus en sécurité. Prenez les choses en main et agissez avant que ça continue et que les choses deviennent de plus en plus difficiles à contrôler. Les récidivistes sont en liberté, ils ont des peines. Le mec, il a fait tellement de choses ignobles et il continue et aujourd'hui, il tue. Voilà, je voulais vous faire écouter ce témoignage. On a envie de vous entendre au 0826 300 300. Un dernier mot avant de faire une petite pause. C'est affligeant. On voit bien que la société ne répond plus à tous les faits, à tous les mots, à tous les crimes, à tous les délits. On voit bien quoi. En fait, il y a tout qui part à volo dans ce pays, tout venir. On est bien d'accord. Du niveau économique, en passant par le social, en passant par encore une fois la délinquance, on sent qu'il y a une perte totale des gouvernes de la part de ceux qui nous gouvernent. C'est le cas de dire. Et je sais pas, il faut attendre encore une fois, je ne sais pas quoi, un rebondissement de notre personnel politique. Je sais pas. Franchement, qu'on écoute un peu plus les parents. Peut-être que ces témoignages, on devrait les diffuser plus souvent. Peut-être que ça créerait quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas. Mais de toute manière, il faut revoir tout. Toute la chaîne, c'est-à-dire de l'éducation, de la prévention, etc. Je sais que Philippe n'est pas toujours d'accord avec moi sur ce sujet, mais ça part de là. Je serais toujours très intéressé d'écouter les parents en fait de ces gens-là, de ces évidemment, mais quand on regarde le palmarès, tu sais, quand tu regardes le palmarès de ces gens-là, généralement, il y a toujours quelque part derrière. Les parents s'en sont foutus. Il n'y a pas d'autre mot pendant des années. C'est dramatique, mais c'est souvent la vérité, quoi. Et pour toutes les affaires. Le Louvre, c'est hallucinant. Allez, le 0826 300 300, restez avec nous. On revient dans un instant avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar et Philippe David. Et vous, à tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone qui est pour vous, 0826 300 300. C'est l'occasion pour vous, en tout cas, de vous exprimer sur des sujets importants, comme celui de cet étudiant de 19 ans qui a été tué dans la nuit de vendredi à samedi par un chauffard après un refus d'obtempérer à Lille. Avec cette question du jour, Philippe, faut-il envoyer devant une cour d'assises les chauffards qui tuent lors de refus d'obtempérer? Eh bien, pour le moment, vous dites encore et toujours oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci. On vous écoute. Je vous écoute. Moi, je suis concerné par votre émission et puis j'ai un gros coup de gueule à passer parce que la justice en France, elle est extrêmement laxiste et pourrie, pour pas dire le terme, parce que moi, j'ai perdu mon épouse il y a un peu plus de 2 ans, le 26 septembre 2023, par un chauffard qui a eu une multitude d'infractions à son actif et il n'a pas été condamné de quoi que ce soit. Il a juste été coupé de 24 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'il est chez lui tranquillement, il n'a pas d'amende à payer et il a eu que 18 mois de retrait de permis. Donc il a repris l'usage de sa voiture et il peut recontinuer à tuer quelqu'un. Voilà, malgré toute la liste d'infractions qu'il avait. Donc je trouve ça déplorable que quelqu'un qui tue une personne ne fasse pas de la prison actuellement et qu'il ne soit pas lourdement puni. Je me tourne directement, si vous permettez. Merci pour Jean-Baptiste pour votre témoignage et bien entendu. Témoignage poignant. Exactement. Vous restez avec nous, Philippe Bilger. J'ai le plus grand respect pour les paroles des victimes ou de leur famille. Simplement, évidemment, dans la mesure où il y a une multitude d'infractions du même type, la justice, sans vouloir la défendre à tout prix, on a dit ce qu'il fallait tout à l'heure, ne peut pas mettre le maximum de la peine à toutes les infractions, quels que soient les ressorts de ce qui s'est passé. Donc parfois les victimes ou les familles des victimes ont le sentiment que la justice a été injuste. Et elle ne l'est pas forcément, simplement elle ne peut pas aller au maximum pour chaque cas qui lui est soumis. Mais ceci étant dit, je comprends totalement ce qu'éprouve Jean-Baptiste, cette douleur, voire cette indignation. Mais Philippe, attention, quand le monsieur dit son épouse est morte, Jean-Baptiste, ça veut dire que le mec il devrait prendre pas 20 mois de sursis, il devrait prendre 5 ans, 10 ans de prison, quoi. Ferme. C'est simplement, il y a quand même loupé quelque part. Mon cher Bruno, c'est un homicide involontaire. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas propice, Philippe Bilger, à la dissuasion? Parce que c'est ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de dissuasion. Involontaire. Vous avez raison, Cécile, mais simplement, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Yannick Aleno. On a voulu rendre volontaire ce qui choquait les victimes qui entendaient parler d'homicide involontaire, alors que le conducteur s'était mis en position de commettre le pire. Eric est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Eric de Morangis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tous ces drames soulèvent quand même une question, compte tenu du fait que de toute façon on a affaire à des gens qui comprennent pas grand-chose avec la justice et qui s'en moquent. La question je soulève, c'est l'usage des armes des services de police pour stopper le véhicule. Voilà. Parce que dans le cas de drame de Matisse, si le véhicule avait été immobilisé, on aurait peut-être pu éviter un drame. Et là, c'est le refus d'obtempérer. Moi, j'habite en banlieue, je vois un petit peu comment ça se passe. Les services de police sont pas respectés, tout le monde s'en fout. Et à la sortie, il y a des drames. Et il y a des fois, on peut se poser la question quand même. Eric, je vous laisse imaginer. Les policiers tirent sur le chauffard qui a tué Matisse. Le chauffard est tué. Et là, certains vont dire la police tue. Vous voyez, la police tue, c'est la loi permis de tuer pour tuer. Alors qu'en tuant le chauffard, ils auraient sauvé Matisse. L'affaire Naël. L'affaire Naël, voilà. Et regardez bien, c'était mon édito ce matin. Vous voyez,
le jeudi de la Toussaint, je crois. C'était à Sainte-Maxime. Les policiers qui encadrent un Range Rover qui roule à grande vitesse sur un trottoir. Les gens partent en courant de panique. Eh bien, les flics sont à côté. Ils ne tirent pas parce qu'ils ont peur de se retrouver mis en examen pour meurtre. Oui. Alors que le véhicule est considéré comme une arme par destination. Donc les policiers pourraient faire usage de race. Vous savez quand même que les policiers... On a beaucoup de... Allez, vite, parce qu'on a beaucoup sortent près de 300 fois leur arme en service. Donc c'est déjà énorme. Mais comme vous dites, alors après tirer sur les pneus, etc., tout ça en théorie c'est simple à dire, c'est pas évident. Encore une fois, c'est pas évident, malheureusement. Caroline est avec nous au 0826 300 300. Caroline, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de me permettre de témoigner. Moi, je témoigne à la fois en tant que maman qui a perdu son fils il y a de nombreuses années, mais aussi comme intervenante auprès... Dans les mêmes conditions, Caroline pas au refus d'obtempérer, mais d'un délinquant de la route qui a coupé la route à mon fils. Et j'interviens, vous parliez de Yannick Aleno tout à l'heure, et ce matin également dans votre chronique. J'interviens en tant que psychologue justement pour accompagner ces parents qui sont des victimes collatérales finalement de ces homicides routiers, parce que oui, ça a été reconnu comme homicide routier, même si ça change peut-être pas grand-chose à la peine, c'est quand même symboliquement extrêmement important pour les parents. Parce que les parents, ils prennent perpétuité. Les parents, les frères et sœurs, on oublie aussi que ce sont des familles entières qui sont absolument ravagées et dont la vie change du tout au tout et pour toujours. Et quand on voit que la justice ne condamne qu'à quelques mois de bracelet, quelques mois de prise, parfois réellement incarcérés, mais le plus souvent avec sursis, c'est absolument impensable pour toutes ces familles dévastées. Que pour certains, la vie continue, alors que pour d'autres, la vie s'arrête physiquement pour leurs enfants, mais aussi pour la famille entière. Et c'est absolument impensable, et ce sont des ravages terribles. Merci Caroline, restez avec nous. Philippe Bilger, on dit toujours qu'il n'y a pas d'intention lorsque ces chauffards tuent il n'y a pas d'intention. Mais quand on sait qu'on est sous l'emprise de stupéfiants, quand on sait qu'on roule vite dans une voiture, c'est pas une intention, mais il y a quand même, on sait quand même on établit quand même des faits qui font que le risque est commensurable. Vous avez raison, Cécile. La mise en danger d'autrui devrait être complétée peut-être par l'homicide routier dont je n'étais pas un partisan fanatique, mais il est clair que lorsque quelqu'un se met au volant en état d'ivresse, ayant pris de la drogue, ayant l'envie de fuir, il se met en position de commettre le pire, et en effet, ça n'est pas loin de ce que vous dites très bien, peut-être une prédisposition criminelle. 0826 300 300, Pierre est avec nous de la Grande Combe. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire à quel point c'est terrible, c'est très douloureux d'entendre toutes ces familles, tous ces drames quelconques, que ce soit un délit de fuite et un accident, ou quelque chose de dramatique qui se produit par la suite. Donc tout ça, c'est absolument dramatique. Au-delà de ça, il faudrait peut-être essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe sociétalement parlant, avant de s'imaginer que c'est parce qu'on mettrait 20 ans de tôle à un gars qui fait un délit de fuite que d'un coup les délits de fuite cesseraient. Il faut arrêter d'être stupide. C'est d'une stupidité sans nom de s'imaginer ça, et c'est très mal connaître le milieu de la délinquance. Alors je me permets une petite parenthèse. Moi j'ai grandi dans les quartiers qui font la une de l'actualité et autres. Je connais très bien, j'ai tout vécu, toutes les générations qui sont passées. J'en suis sorti heureusement pour moi à l'âge de 25 ans, donc j'ai bien vu toutes les évolutions et je les vois encore, mais aussi par l'intermédiaire de la police, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la police, de la famille, très hautement placés, même certains très proches travaillent à Europol, à La Haye, donc je peux dire que je connais bien tout ce qui se passe aussi du côté de la police aujourd'hui et comment ont évolué ces quartiers. Alors il faut comprendre une chose. Vous mettez aujourd'hui, je ne sais pas, un refus d'obtempérer, c'est peut-être 3 ans, je ne sais pas. 2 ans sans circonstances aggravantes, 5 avec circonstances aggravantes. Très bien. Imaginons, demain vous mettez 10 ans et 15 ans en circonstances aggravantes. Quel est l'idiot qui peut s'imaginer que la personne,
qu'elle est en délit de fuite, il va s'imaginer « Oh, je m'arrête, je ne fais plus de délit de fuite parce que je risque 10 ans. » Mais vous croyez vous imaginez une seconde que c'est ça qui va l'arrêter? Pendant quelques années, il en commet plus, comme je dis Philippe Bilger. Soyons raisonnables. Ce n'est pas en aggravant les peines sans cesse, et mettre pourquoi pas 40 ans de prison. Pierre, qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que je propose déjà, c'est que la police arrête de tuer des jeunes comme Naël qui n'étaient pas en délit de fuite. Vous plaisantez, jamais de la vie, la police n'a voulu tuer Naël. Je peux parler? Mais vous le faites beaucoup. On vous laisse parler, Pierre. La France entière, l'Europe entière, le monde entier a vu comment ce jeune a été tué. Vous avez vu que des images. Bon, je peux parler? Vous avez vu que des images. Pierre, on vous a laissé la parole, vous pouvez pas dire qu'on vous laisse pas parler quand même. Non, mais on me coupe la parole, j'ai pas fini de développer. Oui, mais c'est trop long. Parce que non, Philippe, c'est un peu long. Il reste 2 secondes. Ils font un délit de fuite parce que immédiatement ils se sentent en danger, sachant que le flic risque de les tuer. Non, je peux pas vous laisser. Pierre, pardon, je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Alors on le laisse faire. Le monsieur avec la Mercedes AMG, on le laisse se balader à 8h du matin. Attendez, s'il vous plaît. C'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle. Pierre, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Vous mettez toute une institution, toute une profession. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez parlé, vous avez donné votre avis, mais vous ne pouvez pas dire ça à l'antenne. C'est pas possible, monsieur. Donc en tout cas, on vous remercie. Je ne peux pas dire que je peux pas dire que la police, elle n'a jamais. La police se tue. Non, vous ne pouvez pas dire la police se tue, monsieur, c'est pas possible. Ils sont morts comment alors s'ils sont pas morts? Mais monsieur, soyez pas... Excusez-moi, mais si quand la police vous arrête, vous vous arrêtez et vous donnez vos papiers, ça se passe très bien. Philippe, excusez-moi. Pierre, vous permettez, c'est moi qui vais prendre la décision et je vais raccrocher. Parce que là, je ne peux pas entendre ça. Je suis désolée. Et merci en tout cas de nous avoir appelés sur Sud Radio. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Les vraies voix jusqu'à 19h30. On est ravis de vous accueillir au 0826 300 300 avec du débat. Vous connaissez le principe. Parlons vrai, c'est marqué sur nos murs. Et quand on n'est pas content, on le dit pour ceux qui nous ont suivis il y a quelques instants. Avec autour de cette table Philippe Bilger, bien entendu. Avec Bruno Pomar, Philippe David aussi. Et vous au 0826 300 300. Et du coup, je ne sais même plus où on en est. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et on va commencer par Philippe Bilger sur Olivier Faure. Philippe. Oui, alors, ce qui m'a intéressé ce matin, j'ai pu écouter une grande partie d'Olivier Faure sur France Inter, qui n'est pas une radio que j'écoute habituellement. Et bien sûr, à un moment donné, Olivier Faure est questionné par une auditrice qui dit « Surtout, tenez bon, il ne faut absolument pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir. » Olivier Faure, naturellement, va dans le même sens, il a tout à fait le droit. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai l'impression que lorsque la gauche et l'extrême gauche dénoncent le Rassemblement national, ils oublient radicalement de s'occuper aussi de la multitude des citoyens qui votent pour le Rassemblement national, comme si les 35% de Bardella ou de Marine Le Pen venaient, je ne sais comment, du Saint-Esprit démocratique. Et donc, ce qui m'a choqué, c'est l'indifférence, voire le mépris de la part de ce progressisme prétendu à l'égard de ces citoyens qu'il faudrait tenter de ramener dans le giron démocratique si on estime qu'ils ne le sont pas. Et donc, ce hiatus entre la gauche qui est contente d'elle parce qu'elle dénonce le RN et cette multitude de gens qui votent pour le RN, c'est un problème républicain. Moi, je crois que quand on regarde les sondages, les derniers sondages, le RN tout seul représente plus que la gauche toute réunie.
Ça veut dire que la gauche, plutôt que de parler des autres, ferait bien de se poser la question de pourquoi elle s'est autant effondrée dans les urnes. Moi, j'ai quelques idées de réponse. Non, mais la gauche, tu vas dire, ils sont en roue libre pour essayer de s'en sortir, parce qu'ils voient bien que plus ça va et plus Bardella monte. C'est clair. Et comme tu disais, c'est 11 millions d'électeurs, je crois, le Rassemblement national. Oui, absolument. Bon, point. Ça parle. À l'Assemblée nationale, ils sont plus. C'est le groupe le plus 124, je crois, tout ça. Oui. Bon, c'est encore une fois, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et sans la France insoumise, parce que là, ils sont emmerdés quand même. Faure ne veut plus entendre parler, soi-disant, de la France insoumise. On va voir s'il y a des législatives qui approchent. On ne sait jamais. On l'a vu déjà au tour précédent. Il s'est quand même accoquiné avec eux. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il y a Édouard Philippe et compagnie qui ont quand même sur le front républicain là-dessus. Mais encore une fois, il y a de vraies questions à se poser là-dessus. Effectivement, ils devraient se poser la question de savoir pourquoi ils en sont à ce point. Et la gauche. La gauche surtout. La gauche. Avec l'absurdité de refuser de participer à des négociations budgétaires avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, parce qu'il y a le Rassemblement national. Mais est-ce qu'on vit dans un monde adulte? On ne vote pas dans l'intérêt du peuple, on vote dans l'intérêt de son parti et de ses intérêts perso. C'est terrible. Mais on ne dit pas vaut mieux passer au-dessus que tirer vers le bas. On ne dit pas ça plutôt. C'est-à-dire que plutôt que de tirer vers le bas tout le temps le Rassemblement national, passer au-dessus. Mais non. Aller chercher les. Mais avec leur attitude, là on perd du temps. Ils nourrissent le Rassemblement national. Ils nourrissent le Rassemblement national. Vous avez raison. De toute façon, il y a une manière de le faire monter en prétendant le dénoncer en permanence. Alors que le groupe parlementaire se comporte. Les Français ont horreur des victimes. Ils passent pour des victimes. Bim. Je dis rien maintenant. Philippe David, stop à l'escalade verbale, vous dites. Alors, moi, c'est les outrances verbales qui me fatiguent. Alors, on va revenir sur Olivier Faure ce matin, qui a réutilisé un terme qu'il avait utilisé il y a quelques temps, je cite, sur les horreurs dans le budget. Alors, désolé, moi, je parle pas. Il y a les horreurs de la guerre, les horreurs du terrorisme, les horreurs de la famine, mais alors les horreurs dans le budget, désolé, il y a des mots qu'on utilise pas et qu'on utilise, on doit utiliser les mots, oui, mais à bon escient, d'accord? Alors on continue, parce que là le déconomètre fonctionne à plein tube, avec le député communiste Nicolas Sansu qui a répondu à un député UDR dans l'hémicycle. Monsieur Fessa, c'est le député UDR, s'est permis de dire que le communisme avait fait 100 millions de morts. Revoyez votre bilan à la hausse, ça pourrait augmenter bientôt. À croire qu'il a envie de rouvrir des goulags, vous voyez un peu. non mais c'est ça. Et alors là on continue, le député LFI Abdelkader Lamarque qui a qualifié les harkis de traîtres et qui a déclaré, je cite, que son père a été tué pendant la guerre d'Algérie. Il y a un seul problème, il est né en 1971, 9 ans après la fin de la guerre, et lors de sa dernière campagne électorale, il faisait des photos tout sourire avec son père. Ça veut dire qu'il est donc le premier homme né par procréation médicalement assistée dont le père soit ressuscité. C'est quand même extraordinaire. Alors si on va de l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Philippe Tanguy se permet de qualifier Bruno Retailleau de salaud lors d'une émission de télé, et bref, on a tout et n'importe quoi. Et moi je crois que l'incontinence verbale, c'est comme l'incontinence urinaire, ça soigne. Mais surtout l'outrance du langage renvoie souvent au vide de la pensée. Oula, ça c'est l'Institut de la parole. Ah non, mais c'est évident. Moins on pense, avec les jeunes, plus on est grossier. L'insulte et le langage des faibles. C'est ça. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs avec les jeunes. Vous savez, dans les quartiers, on dit ils ont 300-400 mots qui se servent, et quand ils n'arrivent plus à s'en servir, c'est la violence verbale, etc. C'est exactement ça. Mais je pense que ceux qui ont initié ça à l'Assemblée nationale, c'est malheureux à dire, c'est la France insoumise. Qui sont arrivés débraillés déjà dans un premier temps, ensuite à gueuler, à vociférer dans l'Assemblée nationale, en s'insultant, ça a déclenché, même le RN n'était pas comme ça. Très sincèrement. Il n'a jamais été. Vous utilisez de jolis mots depuis que vous nous côtoyez, vous vociférez, c'est beau. C'est beau, non? C'est beau, ça veut aller. C'est Philippe Bilger qui a élargi son vocabulaire. La parole, mais de beaucoup. Depuis que Philippe a appris gracieuseté. mais c'est l'exemple. Comment voulez-vous donner, moi je travaille dans l'éducation, vous le savez tous, comment voulez-vous donner des exemples à des gamins quand vous voyez ça à l'Assemblée nationale? Alors les séances de l'Assemblée nationale, les gamins ne regardent pas. Je suis pas sûr qu'ils regardent, c'est ça. Mais ça fait gerber parce que tout le monde l'entend, tout le monde le voit écrit, etc. C'est pathétique, quoi. Je vais vous donner une autre raison de râler, puisque vous voulez revenir sur la volonté de couper des budgets sur les vacances apprenantes. Ouais, c'est formidable. C'est un dispositif des enfants. Puis je les connais parce que vous savez que je suis là-dedans depuis de nombreuses années. Alors je protège pas mes subventions que je touche, que l'État m'aide
m'aide dans des actions que je mène avec mes policiers, pas du tout. Mais je trouve que c'est complètement stupide parce que lorsqu'on parle d'éducation, les refus d'obtempérer, etc., si on reprend à la base le sujet, on en parlait tout à l'heure Philippe, c'est l'éducation à la base, c'est la famille, c'est les gosses, etc. Et le travail que font les associations pour combler parfois le manque dans les familles, eh bien, c'est grâce à ces aides-là. Et les colos apprenantes, c'est pas pour nos gosses, pas pour mes enfants, etc. Ils n'ont pas besoin, j'ai les moyens de leur payer des vacances. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire. Et c'est des moments importants, éducatifs, des moments d'apaisement, etc. pour les gosses. Et je trouve que pour économiser 53 milliards, voilà, ça existe depuis 150 ans, il faut ajouter ça. Il y a 4 700 000 gosses qui partiront pas en vacances. 54 milliards, vous avez dit millions, pardon. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Mais ce sont des gens qui les accompagnent en vacances. Oui, les MJC, tu as qu'est-ce qu'il y a encore le secours populaire, le tissu associatif, ça fait un travail important. Mais par contre, pour envoyer 200-300 millions à l'Ukraine pour acheter comment on appelle ça, des obus, là, des missiles. Canons, là, il n'y a pas de problème, on trouve le pognon. Je trouve ça scandaleux. Et encore une fois, on parle de notre enfance, de notre jeunesse, et c'est important de les protéger. Et ça fait partie de l'éducation. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Non. Mais de quoi ? Il y a un fléchage d'argent. C'est pas tout à fait la même chose. On va, Cécile, excuse-moi, mais si je préfère envoyer 500 millions en missiles, d'accord, ok, pas de problème. Allez, on s'occupe plus de gosses et c'est le bordel partout, parce qu'on maîtrise plus rien. On ne devrait pas choisir, mon cher Bruno. L'Ukraine, c'est capital. Pour moi, non. Mais c'est mon avis. Mais... non, parce qu'il y a des priorités. On a des priorités en France. On sait déjà les problématiques qu'on a dans nos quartiers, etc. Il faut y venir. Il faut soutenir les acteurs associatifs. Il y a plein de gens qui font de belles choses. Mais ces budgets-là servent à ça. S'il n'y a pas ça, ça va être l'éclatement total. Le problème en 5 secondes, c'est qu'il n'y a plus un rond. C'est ça le problème, les caisses sont vides. Allez, j'en profite puisqu'il nous reste 26 secondes pour vous proposer de remporter un projecteur Tikino, la boîte à histoire qui fait voir les choses en grand. Spécialement conçu pour les 3-10 ans, c'est un projecteur révolutionnaire qui est à la fois ergonomique, robuste, sécurisé et fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Donc voilà, si entre papa, maman, les enfants, vous voulez regarder la télé au plafond, c'est facile, vous envoyez un SMS, vous écrivez Sud et vous l'envoyez au 7 20 18, le 7 20 18 et vous serez peut-être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce très joli cadeau. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Bruno Pomar, Philippe David et vous, 0826 300 300. Vous savez qu'ici, vous avez la parole. Bien entendu, parlons vrai et c'est ce que vous aimez. Et donc, c'est ce qu'on va vous donner, ça c'est sûr. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et l'une des plus anciennes entreprises de France ferme définitivement ses portes. Oui, créée il y a près de 600 ans à Aprieux, les aciéries de Bonpertuis viennent d'être placées en liquidation judiciaire. Un coup très dur pour ce territoire industriel déjà en souffrance. François Louis. Et oui, on est avec Joseph Cipro, qui est directeur syndicat CGT de l'aciérie de Bonpertuis. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors, vous étiez embauché au début des années 1980. Vous êtes un ancien de la boîte donc. Oui, j'ai été embauché en février 86, donc ça fait quand même un peu plus de 39 ans que je travaille dans cette société, donc voilà. Alors, justement, qu'est-ce que ça fait, vous, quand vous voyez cette actualité qui tombe, une aussi vieille entreprise, plus vieille de plus de 600 ans, qu'est-ce que ça vous provoque ? C'est décevant, ça fait mal, c'était inimaginable. C'était une entreprise qui tournait bien, comme on dit chez nous, et puis la concurrence est arrivée, le coût de l'énergie hyper élevé, donc on peut pas se mettre bien par rapport aux Turcs et certains pays asiatiques. Ensuite, il y a eu certainement des erreurs stratégiques, décisions commerciales, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que notre spécialité, c'était la coutellerie, donc le biseau. Donc tout ça fait que au niveau des investissements, on n'a pas su investir quand il aurait fallu. Et puis il aurait peut-être aussi fallu avoir les moyens. Joseph Cipro, on nous dit que l'épée de François Ier aurait été forgée par cette entreprise. Oui, paraît-il. Après, c'est une légende. Après, on est sûr de rien, mais c'est ce qui se dit effectivement, oui.
C'était peut-être le premier couteau de Philippe David. Oui, c'est j'étais né, moi, sous François Ier. Joseph Cipro, combien d'emplois sont en jeu? Combien d'emplois vont disparaître puisque c'est une liquidation judiciaire et que là, on ne peut plus rien faire? 68, je crois. Alors, c'est en tout 68 emplois qui ont foutu le camp. Il y en avait à peu près une cinquantaine sur le site d'Aprieux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le restant, c'est une petite vingtaine d'employés qui étaient sur Domaine. C'est une commune qui est juste à côté de Grenoble, mais ça faisait partie exactement de la même boutique. Et si je ne me trompe pas, le site en lui-même avait été classé monument historique pour le four à l'acier. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que le site va peut-être avoir une nouvelle activité, peut-être de musée, je ne sais pas? On ne sait pas du tout, je ne sais pas. Donc la liquidation a été prononcée le 23 octobre. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire exactement ce que le site va devenir. C'était initié par les pères à Chartreuse en 1434. Ça me déprime, moi, de voir des entreprises disparaître. Et la matière première, l'acier. Et surtout le savoir-faire, parce que c'est des savoir-faire qu'on perd et qu'on ne peut pas retrouver. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de repreneur? Les dettes étaient trop élevées. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes une entreprise aussi vieille, il n'y en a pas beaucoup. Plus beaucoup de temps. Non, en fait, au niveau des repreneurs, il y avait un repreneur. Il y en a eu deux de propositions. Ouais, il y en a eu deux. Il y en a un qui prenait seulement le secteur à pétri. Donc ça concernait seulement 2 emplois. Et puis l'autre, c'était au niveau du laminage à chaud. Ça concernait entre 15 et 20 salariés à peu près. Donc le tribunal a jugé les offres, on va dire, insuffisantes. Donc ça n'a pas été bon. C'est le département de l'Isère, il souffre. Il y a TCR, Nestlé et compagnie qui sont barrés. C'est cata. Joseph Cipro, merci en tout cas pour votre témoignage. Vous êtes directeur syndicat CGT de la série de Beauperpuis. Vous avez été embauché il y a quelques années. Merci pour votre témoignage qui fait chaud au cœur, mais même si tout ça se finit mal, et puis vous enverrez un petit mot gentil à vos collègues, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation tout de suite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Bon, vous allez bien trouver quelque chose à faire. Vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement, et c'est Gérald qui est avec nous d'Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. C'est très gentil à vous. Bonsoir à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation dans votre planning très serré de ministre. Si vous étiez en charge des relations avec le Parlement, qu'est-ce que vous créeriez ou peut-être proposeriez comme première intention? Alors moi déjà, la première des choses que je disais tout à l'heure quand on m'a appelé, déjà l'honnêteté. En tant que ministre, je serai le plus honnête possible, sans casserole. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième, ça fait rire, je sais bien. Mais non, mais je pense qu'il y en a le plus difficile. Je pense qu'il y en a de moins en moins. C'est pour ça qu'ils ont du mal à en trouver. Alors, non, mais c'est très juste. En tant que ministre, justement chargé des relations avec le Parlement, c'est un lien direct entre le président ainsi que le peuple, d'accord? Maintenant, moi, je proposerais un calendrier, parce que je crois que c'est un calendrier obligatoire concernant des lois, et je voudrais absolument qu'elles soient respectées à la lettre, ce qui n'est jamais le cas. C'est toujours très très difficile, justement, de pouvoir faire accepter ça par le gouvernement. Donc moi, je proposerais un calendrier qui soit irréprochable. Voilà, ce serait ça. Toutes les lois devraient être déjà étudiées avec, je dirais, honnêteté, avec en réfléchissant effectivement si c'est bon ou si c'est pas bon, mais dans tous les cas, qu'elles soient toutes étudiées, ce qui n'est jamais le cas. Voilà. C'est vrai que Philippe Bilger, entre les lois passent et il n'y a jamais de retake en disant est-ce que ça se passe bien ou pas bien. Elles passent comme ça, les décrets tombent et on ne revient jamais dessus. Ma chère Cécile, vous me permettez de poser au ministre une question? Alors, il nous reste 40 secondes. Est-ce que vous travailleriez pour l'ensemble de l'Assemblée nationale ou simplement pour votre parti? Non, pour l'ensemble de l'Assemblée nationale aussi. Ça, ce serait une nouveauté. Tout à fait. Et bien voilà, un ministre très ouvert. Voilà. Merci monsieur le ministre, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous enverrai mes émoluments. Il n'y a pas de temps. Dis donc, pour un ministre qui pense à l'honnêteté, il est très fort. En tout cas, merci beaucoup et
très très belle radio et je vous félicite pour tous les sujets que vous abordez. On est très heureux d'avoir des auditeurs et des ministres comme vous. Merci beaucoup Gérald, à très bientôt. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Taxer, ils ne savent faire que ça. Mais tout de suite, comment transmettre son entreprise avec Grégoire Darico? Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Bonjour Céline Boissard, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Fininfra, un cabinet spécialisé dans la transmission des entreprises. C'est notre thème du jour. On va parler aujourd'hui de négociation, de cession et puis surtout de l'art de trouver un équilibre. C'est très important. Une fois la mise en relation avec les repreneurs faite, Céline, tout se joue dans la négociation. Est-ce que cette négociation se limite juste au prix? Bonjour Grégoire. Une bonne négociation ne se limite pas au prix. Il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'opération et de ses conditions. Alors en plus du prix, nous sommes amenés à négocier les modalités de paiement de ce prix, les différentes garanties et clauses suspensives ou encore les conditions d'accompagnement du dirigeant a posteriori de la cession. Il nous arrive même parfois de négocier les conditions d'un partenariat stratégique lorsque le dirigeant souhaite rester impliqué. Négocier, ce n'est pas un bras de fer, c'est plutôt trouver un équilibre durable entre toutes les parties. Vous intervenez beaucoup, comment est-ce que tout cela se formalise concrètement? En général, cela se formalise par une première version de lettre d'intention, qu'on appelle également une LOI. C'est le point de départ des discussions écrites entre le vendeur et l'acquéreur. Elle va permettre de fixer les bases telles que le prix proposé ou sa méthode de calcul, le calendrier, les différentes garanties et conditions principales. Il faut savoir que ce n'est pas un contrat définitif, il a plutôt une valeur morale, mais en tout cas, il va fixer une feuille de route qui encadre la suite du processus allant des audits d'acquisition jusqu'à la cession. Et puis, quelle posture on peut adopter justement pour bien négocier? Pour bien négocier, je recommande aux dirigeants de PME d'être dans une posture de préparation et de cohérence, à savoir qu'il détermine bien ce qu'il veut et pourquoi. Qu'il soit également capable de justifier son prix par des éléments tangibles, des faits, et non pas en étant guidé par l'affect, et surtout ne pas rester seul. Une négociation, il faut savoir qu'elle peut être longue et exigeante, elle peut durer plusieurs semaines et nécessiter de nombreux ajustements. Donc être accompagné d'experts, comme un expert en cession de transmission, change tout. Il va connaître les codes des acquéreurs, ses habitudes, il va permettre de filtrer les éventuelles tensions et faire également un rempart émotionnel. Et enfin, il protège les intérêts du dirigeant tout en maintenant une dynamique constructive et d'échange. J'imagine qu'il y a quand même des pièges à éviter pendant toute cette phase clé. Et oui, durant cette phase clé, il peut y avoir certains pièges pour les dirigeants, tels que se concentrer uniquement sur le prix de cession au lieu de négocier l'ensemble des conditions de l'opération qui sont très importantes pour la suite. Signer également une lettre d'intention qui n'aborde pas les conditions essentielles, telles que le financement de l'acquéreur ou les conditions de sortie du dirigeant. Ou encore laisser ses émotions prendre le dessus au risque de bloquer les échanges, car il faut savoir qu'une négociation revêt également un caractère humain et vient également préparer, mettre en place une relation de confiance pour la suite. Céline, selon votre propre expérience, quels conseils vous donneriez aux dirigeants qui vont justement rentrer dans cette phase ultime et très importante de la négociation? Alors durant cette phase très importante de négociation, je leur dis régulièrement que ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Et oui. Elle demande de l'endurance, du temps, de la préparation et surtout une vraie stratégie. Et être entouré, c'est également gagner en clarté, en sérénité, mais surtout en pouvoir de persuasion. C'est très clair. Merci beaucoup, Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Vous resterez avec nous dans quelques instants, le coup de gueule de Philippe David. Et sur quoi? Taxer, ils ne savent faire que ça, ils ne pensent qu'à ça. Et ça vous agace? C'est quasi... Ah oui, non, là, ça m'énerve. Non, je comprends. Ah mais carrément, pas vous. C'est dans un instant. C'est dans un instant. Vous allez pouvoir aller à tout de suite. Je vais prendre une camomille. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Et c'est un lundi fort sympathique avec Philippe Bilger et avec Bruno Pomar. On est ravis de vous accueillir, messieurs. Ça n'a pas l'air nous aussi. Et je connaissais, ma chère Cécile, la fièvre du samedi soir avec Travolta. Maintenant, grâce à vous, on a la fièvre du lundi soir. Il essaie de se pardonner des 3 minutes de retard qu'il a eu. Je voulais le dénoncer en direct. Vous allez vous taire. Mais oui, mais il faut le dénoncer parfois. Il y a des choses, c'est important. La méchanceté. C'est peut-être pour ça que vous avez plus de cheveux. C'est vrai, parce que vous êtes méchant. Pardon. Ah pardon, Philippe David. J'avais oublié Philippe David. Et ça va vous, Philippe? Ça va bien. Non, mais vous les perdez pas, on vous les vole, c'est pas pareil. Ah oui, tant il valent cher. Oui, il pousse à l'intérieur, je sais plus où on en est. Allez, tout de suite le coup de gueule de mon cher Philippe. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon et que, en ces temps de débat budgétaire, il n'y a pas un jour qui ne mériterait pas sa flopée de coups de gueule, mais étant limité à 1 par jour pour ne pas mobiliser l'antenne, économiser mon cœur et ne pas lasser les auditeurs, il faut bien faire un choix. On écoute ceci. Alors oui, il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. La voix que vous venez d'entendre est la voix de Sophie Taillé-Polian, députée Génération et membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et vous avez bien entendu, il faut taxer, taxer, taxer. Comme si la France, pays le plus taxé du monde, n'était pas encore assez taxé. Mais prenons point par point. Taxer pour nationaliser. Mais nationaliser quoi? Quelles entreprises sont stratégiques à un point qu'il faudrait les nationaliser ou les renationaliser? D'ailleurs, quand on voit comment l'État gère les entreprises, on préfère qu'il ne nationalise pas plutôt que créer de nouvelles ardoises en nationalisant. Taxer pour réindustrialiser, ce n'est pas l'État qui réindustrialise, mais les entreprises industrielles françaises ou étrangères. Vous voulez réindustrialiser sans que ça coûte 1 euro aux contribuables, supprimer toute la bureaucratie et toutes les normes imposées notamment par les écologistes, groupe auquel appartient Sophie Taillé-Polian, qui décourage les investisseurs, et mettez le coût du travail à un niveau compétitif par rapport à nos voisins. Vous réindustrialiserez la France beaucoup plus sûrement qu'en taxant encore et toujours plus. Enfin, pour aller chercher l'argent dans l'épargne des Français, je préférerais la formule aller voler l'argent des Français, qui serait beaucoup plus adéquate. Car non, aller piquer dans nos comptes en banque pour faire une 52e année de déficit budgétaire consécutif, c'est non. Que l'État apprenne à gérer, et on en reparlera à ce moment-là. Alors, mesdames et messieurs les politiques, plutôt que d'envisager de nous faire encore et toujours plus les poches, remettez-vous en question, même si j'ai conscience que c'est beaucoup vous demander. C'est très drôle, c'est très juste. Ça me rappelle une phrase de Ronald Reagan qui disait: quand ça va pas bien, taxer; quand ça va encore plus mal, taxer; et quand c'est catastrophique, subventionner. C'est très oui, c'est vrai, oui, c'est très français. Même français, ça, d'ailleurs. Oui. Mais je regardais le CV de cette dame. Alors, je peux le dire parce qu'on le voit sur Wikipédia. Elle a 51 ans, elle a fait plus de 30 ans de politique. C'est-à-dire qu'elle a fait quelques études. Bon, pourquoi pas, on a le droit. Et après, elle a fait militante et de la politique. Elle est sénatrice, donc elle prend... Députée. Non, sénatrice, moi j'ai... Non, elle est députée. Ah, elle est députée, pardon. Elle est députée. Bon, elle prend 6 000 euros par mois, tant mieux pour elle. Mais elle se permet de vouloir taxer les gens qui épargnent, qui ont travaillé toute leur vie pour ça. Ça. Pour donner de l'argent à leurs enfants. Et ces gens-là sont complètement, encore une fois, déconnectés de la réalité. Donc il y en a marre. Ils n'ont jamais bossé eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas épargner, évidemment. Si, ils épargnent parce qu'ils gagnent bien leur vie. Si oui, 7 000 balles par mois, on peut épargner quand on est député. Oui, c'est pas les damnés de la terre, pour citer l'international. Mais voilà, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. C'est encore une fois les classes intermédiaires qui vont devoir payer, et c'est ce que veulent les écologistes et la France Insoumise d'ailleurs aussi. Eh ben, vous restez avec nous, les amis. On va revenir sur cette information. Faut-il interdire Chine et AliExpress en France? Suisse, vous savez, la répression des fraudes a annoncé que samedi avoir signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par le géant de l'e-commerce asiatique Chine. On va en parler avec Sarah El Haïry qui sera avec nous dans quelques instants, ancienne ministre et haute commissaire à l'enfance. Et pour le moment, vous dites oui à 55% qu'il faut interdire Chine et AliExpress en France. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On revient dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar, Philippe David, bien entendu, et vous au 0826 300 300, avec cette répression des fraudes qui a annoncé samedi avoir signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par le géant de l'e-commerce asiatique Chine. Avec cette question du jour, faut-il interdire Chine et AliExpress en France, Philippe? Eh bien, vous dites oui à 55%, et moi je dis que oui, il faut les interdire. Si une entreprise française violait les lois chinoises, elle serait immédiatement banni du marché chinois. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, Sarah El Haïry est avec nous, un haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet qui fait beaucoup parler, et pour cause. C'est très choquant en tout cas ce qui se passe sur ces plateformes. Merci d'être avec nous. Alors j'imagine que de votre côté c'est aussi la stupéfaction et qu'il va falloir mettre en place des choses pour lutter contre ces plateformes. Nous, notre engagement au quotidien au sein du Haut-Commissaire à l'enfance, c'est de lutter contre les pédocriminels partout. Et en fait, c'est notre quotidien, malheureusement. D'abord dans la vie réelle, celle de tous les jours, là où on va lutter, on va contrôler les casiers judiciaires, on va essayer de mieux repérer les violences, on va essayer de pouvoir identifier plus vite des enfants qui sont victimes, on va essayer de briser les tabous sur l'inceste, dans toutes ces horreurs, malheureusement, pour que les enfants puissent vivre dans des environnements plus sécurisés. Mais cette traque des pédocriminels, aujourd'hui, elle est confrontée à des nouveaux défis qui sont amenés jusqu'à nous, jusqu'à dans nos foyers, par des grandes plateformes, des marketplaces, qui acceptent et qui surtout décident de manière très cynique de commercialiser des poupées qui ne sont pas simplement des poupées sexuelles, désolé de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est bien des petits corps d'enfants. Ce sont des objets pédocriminels qui tombent sous le coup de la loi. Et c'est pour ça que nous avons saisi la justice pour condamner bien sûr les intermédiaires, donc les plateformes, mais aller chercher la responsabilité de ceux qui ont créé ces poupées, parce que je suis désolée, il y a bien un esprit tordu qui est parti imaginer que construire un corps d'enfant avec qui a vocation à être malheureusement pénétré pour dire les choses telles qu'elles sont, eh bien ça mérite d'aller engager sa responsabilité. Et enfin, la responsabilité des hommes qui ont acheté ces produits-là, parce que oui, il y en a dans notre pays, et aujourd'hui on sait à quel point c'est dangereux, et ce sont des étapes avant malheureusement des passages à l'acte, et c'est d'ores et déjà condamné par la loi. Des hommes ou des femmes, hein, parce que pour l'instant on ne sait pas qui vraiment les a achetés aussi, Philippe Bilger. Non, mais malheureusement, oui, malheureusement c'est surtout des hommes. La très grande majorité, quand vous avez des orifices sur un enfant, et que, même poupée, et que vous achetez ça pour malheureusement pénétrer, ça laisse présager que ce sont majorité d'hommes. Mais j'attends, vous avez raison, la liste qui sera saisie par la justice pour savoir qui ont été les acheteurs et les consommateurs de ces produits pédocriminels. Justement, Madame la ministre, j'ai beaucoup apprécié l'intervention rapide de certains ministres, dont vous-même, avec le ministre Roland Lescure, à propos de 3 problèmes très préoccupants: le narcotrafic, le terrorisme et la pédocriminalité. Comment voyez-vous la capacité de résistance et d'offensive à l'égard de ces de ces structures chinoises qui n'ont pas la moindre pudeur pour envahir commercialement la France? Eh bien, notre force de répression est plus forte en réalité, parce que ça relève de ces 3 éléments, et la pédocriminalité en est une. En bande organisée, c'est 10 ans de prison et 100 000 € d'amende, immédiatement. Et en réalité, nous avons déjà eu un cas précédent, il y a quelques années, avec Amazon, qui a d'ailleurs plaidé coupable à l'époque, et qui nous a permis, au-delà de la condamnation et du renforcement des process, de retrouver des acheteurs. Moi, vous savez, mon obsession, c'est de me dire qu'il y a aujourd'hui des pédocriminels qui détiennent ces objets dans leur domicile, parce qu'ils ont eu accès sur une marketplace, toute simple, sur une application sur leur téléphone, et qu'ils ont acheté ça et payé ça avec leur carte bancaire, et c'est arrivé dans leur boîte postale. Alors qu'il y a à peine quelques mois, pour pas dire plus, eh bien il fallait aller sur le darknet, il fallait trouver les moyens de payer, enfin il fallait quand même se donner une peine monstrueuse, ce qui rendait difficile notre traque, je l'avoue, mais enfin quand même, c'était pas aussi accessible. Aujourd'hui, il suffisait d'un clic et de mettre sa carte bancaire pour acheter simplement, aussi simplement que ça, des horreurs. Et sincèrement, je sais que c'est dur à entendre, mais quand vous regardez, vous voyez ces images, c'est
malheureusement ce qui a été le cas dans l'affaire Le Square Neck. Il s'est entraîné sur ses poupées avant de passer à l'acte sur des enfants. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui peut-être beaucoup plus fermes, parce que ça met en danger. Il y a peut-être aujourd'hui des prédateurs dont on peut avoir l'identité grâce à ces achats. Donc oui, condamner la plateforme, parce qu'il est hors de question de se comporter comme ça dans notre pays. Et de la laisser impunie. Condamner les acheteurs. Bien sûr qu'ils ne resteront pas impunis. Leur choix n'est pas anodin. Et il y a bien des acheteurs qui ont décidé de commercialiser ces produits sur ces plateformes. Malheureusement, Chine n'est pas les seuls. Bruno Pomar. Bonjour ma chère Sarah, on se connaît bien, et Sarah, je sais qu'elle est très engagée sur ces sujets-là, mais il y a en même temps le BHV là-dedans, puisqu'il y a une ouverture aujourd'hui qui se fait. Est-ce que les grandes entreprises, les grandes enseignes ne doivent pas prendre leurs responsabilités aussi, parce qu'au travers de tout ce qu'ils vendent, évidemment tout ça est présent. Alors ce qu'il faut dire, pardon, je vous coupe, c'est qu'il y a effectivement Chine qui est une plateforme, et il y a aussi le fabricant. Donc ils veulent visiblement dissocier les deux. Ce qui me paraît compliqué. Le BHV est quand même partenaire de Chine. Et est-ce que tu penses que vous avez du poids là-dessus, vous, en tant que responsable politique ? Mon cher ami, on connaît les combats qu'on partage tous les deux. Moi, je t'avoue que mon obsession, c'est pas le BHV. Je vais être très honnête avec toi. Mon obsession, c'est plusieurs plateformes qui aujourd'hui commercialisent. Oui, aussi, oui. Et donc, le fait que ce soit Chine qui soit la plus connue, c'est vrai, ça médiatise des horreurs et c'est abject. Mais en réalité, quand j'ai saisi, moi pour le coup, la justice, c'est aussi sur d'autres plateformes de commerce et de très grand public. Donc je donne pas leur nom simplement parce qu'il y a des enquêtes en cours et que ça permet aux enquêteurs de trouver plus facilement ces horreurs. Mais enfin, vous inquiétez pas, ça viendra à être public assez rapidement. Et donc, moi, le sujet du BHV, chacun est responsable de la ligne commerciale qu'il souhaite et l'image qu'il souhaite donner à ses commerces. Mais soyons très clairs, et là c'était juste, la même chose dans un magasin physique, il aurait été fermé par arrêté préfectoral. Oui, absolument. Et donc c'est là où nous avons un enjeu de protection de nos enfants. Alors qu'ils aient retiré, c'est bien, mais attention, ça les dédouane de rien, ça n'excuse rien, et de deux, on peut en plus accéder à ces produits si vous passez par d'autres pays. Donc il ne faut pas non plus se moquer de nous. Il suffit d'utiliser un VPN et puis vous dites, je ne suis pas en France, je suis dans un pays de l'Union européenne et vous pouvez acheter ces produits. Donc, avec un VPN, malheureusement, on peut le faire très facilement. Si vous permettez, Madame la Ministre, une autre Sarah est avec nous en ligne au 0826 300 300. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Madame la Ministre. On vous écoute Sarah. Écoutez, je crois que tout a déjà été dit par Madame la Ministre et une autre personne, c'est qu'effectivement, vous pouvez mettre en place des contre-feux et il faut le faire parce que c'est horrible, mais vous ne pourrez jamais empêcher. Moi, je me rappelle, je suis vieille maintenant, mais je me souviens, il y a l'époque où, pour commercialiser des objets érotiques, on les vendait sous d'autres appellations. Donc, vous savez que les gens qui veulent vraiment ces choses-là, ne serait-ce que sur le dark web, trouveront toujours le moyen de les commercialiser. Après, c'est très bien d'interdire à une grosse enseigne comme Chine, qui effectivement est très connue, oui. Mais moi, j'aurais autre chose à dire, qui est que on s'émeut de quelque chose qui est très important, certes, mais quand je vois l'état d'abandon dans les collèges des enfants et du rationnement de financement de jeunes AED pour aider les élèves, il serait drôlement utile, notamment pour faire émerger des violences familiales et intrafamiliales extrêmement fréquentes. Moi, je suis enseignante, on peut rien faire. Donc, si vous voulez, c'est très bien ce combat-là. Mais moi, je pense qu'il y a un combat beaucoup plus immédiat avec plus de 24 millions de familles concernées et de renforcer les effectifs de l'éducation nationale, ce que personne ne fait. Madame la Ministre, Sarah El Haïry, c'est un travail que vous faites depuis très longtemps, à l'époque au ministère déjà de l'enfance et encore aujourd'hui. Donc, est-ce que le fait de mettre ces actions, il y a plein de gens qui ont découvert, qui ne savaient même pas que ça existait, est-ce que ça, d'avoir la population derrière vous, ça peut vous aider en tout cas à faire passer l'opinion de votre côté? Oui, j'ai besoin en réalité même pas que de l'opinion, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est qu'il y a des milliers de produits sur des centaines de plateformes. Et que quand je fais fermer un site pédocriminel parce que des images pornographiques avec des enfants, eh bien je sais très bien que dès le moment que je réussis à le faire fermer par la justice, il y en a 10 qui ressortent dans l'heure. Je suis pas quelqu'un qui me raconte des histoires. Mais par contre, là où il y a une force de frappe nouvelle, c'est que maintenant que les Français ont conscience de cet abject, s'ils signalent, s'ils voient des choses, simplement via Pharos ou via les forces de sécurité intérieure, que ce soit police ou gendarmerie, alors nous remontons beaucoup plus vite sur ces plateformes.
plateformes et nous engageons leur responsabilité. Parce qu'il y a une prise de conscience. Ça ne dédouane de rien, puisque l'action, elle reste. Et le fait de détenir ces objets-là dans son domicile, c'est potentiellement des criminels en puissance. Moi, pourquoi je veux cette liste? Pourquoi je veux que la justice aille jusqu'à la condamnation des acteurs? Parce que on a besoin de voir s'ils ont fait du mal à leurs propres enfants. Bien sûr. Parce que vous avez la détention d'images pédocriminelles, le passage à l'acte réel, il est extrêmement élevé. Et donc, il y a peut-être des enfants aujourd'hui qui subissent des sévices ou qui sont sur le point d'eux, et donc il est hors de question de laisser tout, laisser d'une certaine manière ces acteurs un peu dans la nature sans conséquence de leurs actes. Mais Madame la Ministre, quand on voit le chiffre d'affaires que font ce type de plateforme, est-ce que les condamnations pécuniaires sont dissuasives ou pas? Parce que c'est quand même une vraie question. Je ne pense pas. Par contre, quand vous avez un risque moral avec 10 ans d'emprisonnement sur une personne morale ou sur l'acheteur, eh bien, au moins, les pédocriminels, ils se poseront 2 fois la question avant d'y aller. En tout cas, de manière aussi accessible sur un site. Et donc, c'est là où la traque, c'est là où il n'y a pas d'impuissance publique. C'est que la traque du pédocriminel, elle est partout. Elle est dans le monde numérique, elle est dans le monde réel au quotidien. Quand on renforce les repérages, quand on renforce le recueil de la parole des enfants, quand on dote de médecine légale et de médecine légiste les services de pédiatrie sur les violences faites aux enfants, c'est pour aller chercher ces condamnations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment que si vous faites du mal à un enfant, voire aller plus loin sur des violences sexuelles, eh bien peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Et bien si, c'est très grave. C'est scandaleux et c'est très grave. Et donc oui, on les poursuit. Et c'est cette impunité-là que je ne souhaite pas laisser s'établir dans notre pays. C'est pour ça que faire condamner ces plateformes est une action. Aller condamner ceux qui ont fabriqué ces objets est aussi une action, jusqu'à celui qui a décidé de mettre sa carte bleue et de le recevoir dans sa boîte aux lettres. Alors juste un petit... On a 40 secondes. Oui, ma chère Sarah, c'est de renforcer, alors ça n'a rien à voir, si, ça a à voir directement, Pharos doit être renforcé en termes d'effectifs et également les équipes cyber du ministère de l'Intérieur. Je me permets de te faire passer ce petit message. Oui, et les équipes de l'OFMIN qui aujourd'hui luttent de manière féroce. Et sincèrement, c'est une pensée également au service de l'ARCOM qui au quotidien sont à nos côtés pour nous aider dans ces traques. Et c'est pour ça que demain, s'il y a une mobilisation citoyenne, alors oui, on trouvera plus vite et on les fera tomber plus vite. Merci beaucoup Sarah El Haïry, haut commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Merci à vous de parler de cet abject et de mobiliser vos auditeurs également. Merci sincèrement. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. On continue à suivre nos 2 skippers de rêve à perte de vue engagés sur la transat Café L'Or. Ce week-end, Joël Paris, navigateur malvoyant, et son binôme Goulven Marie ont connu un sacré coup dur, François-Louis Bourdon. Oui, Philippe, on parle même d'un blackout. Alors, on est au 7e jour de notre carnet de bord et le blackout total a frappé justement notre embarcation classe 40. Quelques heures seulement après qu'ils aient quitté le port de la Corogne en Espagne samedi. Plus d'électricité, plus d'instruments de navigation, plus rien. Je le rappelle, mais la semaine dernière, tous les compétiteurs des classes 40 avaient dû s'arrêter en Espagne à cause d'une forte dépression. Une catastrophe pour notre duo, mais figurez-vous que même dans une situation pareille, coupé du monde, sans électricité, eh bien, il existe toujours des solutions. La preuve. La seule solution, puisqu'on était près des côtes, c'est de rentrer pour essayer de réparer. Et bon, donc on a barré pendant des heures sans savoir où on était vraiment. Puis en se rapprochant de la terre, nos téléphones captaient à peu près, donc on a pu trouver les solutions. Puis il s'est mis en place petit à petit une chaîne de solidarité incroyable. Donc en arrivant vers 18h à la Corogne hier, hop, les batteries arrivent, on les met dans le bateau, on les monte et on est prêt à repartir. On est encore en course après un demi-tour. Oui, on a perdu une journée et demie par rapport aux petits copains, mais c'est comme ça. Voilà, en espérant que cette fois-ci le cap soit mis pour de bon pour la Martinique. En tout cas, pour le moment, tout semble aller mieux pour notre duo qui file à 7 nœuds plein ouest derrière leurs camarades de course. Merci beaucoup François-Louis Bruno. Et nous avons au 0826 300 300, nous avons un Christophe qui nous appelle de Carcassonne. J'aime bien dire Carcassonne. Je sais pas pourquoi je dis comme ça, Carcassonne. Carcassonne. Christophe, bonjour, bonsoir. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonsoir Christophe. Quelle vie magnifique. Je le dis comme ça, c'est effrayant, Carcassonne, ça fait ouf. Je sais pas si on le dit bien avec l'accent. Comment on le dit avec l'accent? Ah non, c'était très bien. Non, mais bon, on a l'accent qui chante, comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est beau l'accent qui chante. C'est ce qu'on aime. Non, mais je vous rappelle que c'est chez moi. Vous faites très bien. Dites-le Philippe David.
Philippe Bilger? Carcassonne. Non, avec l'accent. Ah ben je ne saurais pas. Dites-le en anglais. En anglais, je sais encore moins. Vous êtes légèrement sadique. Hein, non, complètement. Vous pouvez dire complètement. Mon cher Christophe, on est en tout cas très heureux de vous offrir ce projecteur Tekino, la boîte d'histoire qui fait donc des petits et des grands. Le grand plaisir de pouvoir avoir un cinéma à la maison. Alors normalement, c'est spécialement pour les enfants de 3 et 10 ans, mais bon... Bon, ça va, je suis dans la marche. Vous avez des enfants, Christophe? Oui, bon, ils sont grands déjà, donc... Ouais, mais c'est en partage pour la famille. Et des petits-enfants? Ne pas, je trouverai à partager avec eux. Et pas de petits-enfants pour le moment? Pas pour l'instant, non. Bah, il est jeune, vous entendez sa voix? Mais vous savez, parfois... il a, je sais pas, 46 ans. Combien? C'est gentil, c'est gentil. J'ai 11 de plus, mais c'est gentil. Voilà, il avait 46 ans hors taxe. Vous faites 46 ans. Il y a 11 ans, j'avais 46 ans. Oui, c'est tout à fait ça. Christophe, vous nous écoutez depuis longtemps? Quelques temps, oui, déjà, oui. Ah, bah merci, voilà. En tout cas, c'est mon rendez-vous préféré de la journée, donc. Merci beaucoup. Bravo, Christophe. Bravo. On est très heureux de vous offrir ce joli cadeau. En tout cas, merci de votre fidélité. Et j'espère que vous en ferez bon usage. Et comme ça permet de regarder des films, on peut dire que Christophe étant de l'autre, c'est au doigt et à l'œil. Vous m'avez perdu, Philippe. Je sais pas. Les Audois, c'est les habitants de l'Aude. Oui, ça va. Et j'ai pas dit que j'avais pas compris. C'est bien. On commence avec une mauvaise vanne, on finit avec une mauvaise vanne. C'est ça. C'est bien, il y a une logique avec Philippe. L'émission aurait pu être bonne. Encore merci beaucoup. Christophe, on vous embrasse très très fort. Merci en tout cas et à très bientôt. Allez, vous restez. Merci beaucoup Robert. Merci beaucoup Alfred. Merci Philippe Bilger. Ah, c'est déjà 19h30. C'est déjà la fin. Merci Bruno Pomar. Merci beaucoup Philippe Bilger. Dans un instant, parce que vous avez bien compris que ma voix c'était de plus en plus compliquée, donc je vais abandonner Philippe David. Oui, avec le G500 citoyen aux mains d'Aurélie Gros et Stéphane Pellet, ça va, il y a pire. Et on va parler, vous savez de quoi? C'était notre débat vendredi soir, le droit de vote à 16 ans. Ah, c'est pas mal. Pour les prochaines municipales. C'est un bon débat, ça. C'est un bon débat. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. J'en profite pour remercier notre belle équipe avec François-Louis Bourneau, avec Maxime, avec Zach, avec Justine, bien entendu, et avec Antoine. Et dans un instant, le G500, vous allez voir, ça va être passionnant. Et on se retrouve demain à partir de 18h. Passez une très belle soirée. Casser la voix. Casser la voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.